Voilà. Bon, alors, écoutez, je suis là pour présenter donc très rapidement les deux intervenants qui sont à ma droite, là, Serge Tisseron, vous connaissez, et Daniel Bouillou. Alors, je vous rappelle très rapidement que Serge Tisseron, que nous connaissons bien, est psychiatre, qu'il a déjà il a tout soutenu dans sa thèse déjà en psychiatrie, et il a donc soutenu une thèse de psychiatrie sur l'utilisation pédagogique de la bande dessinée. Et il a écrit de très nombreux ouvrages sur les secrets de famille, sur la honte, sur l'empathie. Il était venu, je crois, parler d'empathie il y a quelques temps ici, sur la résilience, sur les jeux vidéo et sur l'importance des écrans chez les enfants, les dangers des écrans aussi sur les bébés en particulier. Et donc, surtout, sur donc travailler sur la bande dessinée, on va le voir, et sur Tintin et les secrets de la famille d'Hergé. Et donc, Serge a écrit dès 1982 dans cette revue Confrontation que je vous montre parce qu'elle est historique, la revue de René Major, un travail donc sur les secrets de la famille de Tintin, la famille d'Hergé. Et par la seule lecture des œuvres de Tintin, Serge avait deviné les secrets de cette famille. Bien, alors, quant à Daniel Bouillou, qui est à ma droite, donc Daniel est normalien, philosophe, médiologue, il est spécialiste des sciences de la communication et avec Régis Debray, il a dirigé des cahiers de médiologie. Serge était associé. Voilà, exactement. Autre époque. Il a écrit l'introduction aux sciences de la communication, la crise de la représentation, qui est un livre tout à fait important. Jean-François Tudois. Oui. Pour moi, le premier, je crois que médiologie a besoin d'être. Médiologie, juste un mot. Défini pour. Médiologie, en deux mots, c'est l'examen de ce que les outils techniques nous font à l'esprit. L'esprit étant la mémoire, l'imagination, le rêve, le savoir, la bibliothèque, toute la. Bon. Donc, qu'est-ce que nos outils techniques, comment façonnent-ils nos performances symboliques, nos performances mentales? Et donc, il n'y a pas de coupure, n'est-ce pas, entre le monde technique et le monde mental. Et chaque fois, l'un prépare ou façonne ou dirige l'autre. Voilà. Alors, ce n'est pas mécanique, bien sûr, mais la méthodologie s'est beaucoup intéressée à réintroduire le facteur technique dans l'examen de nos performances culturelles, spirituelles, etc. Donc, voilà. Est-ce que le complotisme dont on parle beaucoup actuellement chez les ados fait partie finalement de l'intérêt de la médiologie au sens où il se diffuse beaucoup par les réseaux Bien sûr, tout ce qui est diffusion, transmission, propagation, rumeur, croyance, bien sûr, c'était notre cœur de cible avec Régis. On a pas mal publié là-dessus. Bon. C'est une autre époque parce que les cahiers de médiologie ont disparu, puis la revue Médium qui a pris le relais a disparu, et Régis lui-même, je ne dirais pas qu'il est en train de disparaître, mais c'est tasse un peu. Voilà. Je n'en dis pas plus. Alors, si vous avez, vous trouverez sur Internet, parce que tout a été numérisé, et donc vous verrez en fait qu'il y avait des courants parmi la médiologie, comme toujours. L'ambition de Régis était énorme, c'était de créer carrément une nouvelle discipline universitaire, et donc c'était entouré de gens qui étaient assez diversifiés. Donc voilà, vous verrez qu'il y a des courants. Mais c'est très intéressant aujourd'hui de se reporter à ça, c'est quand même quelque chose qui a anticipé beaucoup de réflexions actuelles. Voilà. Alors, pour terminer, je dois ajouter quand même que notre ami Daniel Bouillou est le grand spécialiste de l'œuvre d'Aragon et qu'il a en particulier dirigé l'édition des œuvres romanesques d'Aragon, les éditions de la Pléiade, et qu'il a écrit beaucoup de choses, le vocabulaire d'Aragon, Aragon et la confusion des genres, par exemple, et qu'il a écrit aussi des ouvrages sur la psychanalyse, le fantôme de la psychanalyse, la critique de l'archéologie freudienne. Il a écrit également sur Shakespeare, Le choix du spectre, et plus récemment, un livre sur Woody Allen que je vous recommande, qui est absolument passionnant, sur les 50 films de Woody Allen et les positions de Woody Allen par rapport à ces films. Mais enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça sur Woody Allen que vous pouvez découvrir dans son livre qui est édité aux éditions Le Bord de l'eau. Voilà pour cette présentation rapide. Et maintenant, nous allons pouvoir vous expliquer. Merci beaucoup. Donc, oui, vous vous souvenez, j'étais intervenu sur les avatars, mais en fait, je n'ai pas commencé à travailler sur le numérique quand j'ai terminé mes études de médecine et de psychiatrie, parce qu'il n'existait pas.
En revanche, à l'époque, la bande dessinée existait déjà bien. Et quand j'étais enfant, je lisais beaucoup Tintin et je butais toujours sur la même question à laquelle personne ne me répondait. Pourquoi les Dupont, qui s'appellent Dupont avec un D et Dupont avec un T, sont-ils pour autant déclarés jumeaux? Alors évidemment, il y a des gens qui ne sont pas jumeaux, ils sont copains et tout, mais enfin, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et on les considère habituellement comme des jumeaux avec deux patronymes. Donc voilà, il y avait des jumeaux dans ma classe en élémentaire et ils portaient évidemment le même patronyme, pourquoi pas les Dupont, voilà. Donc évidemment, j'ai dû rencontrer des adultes qui m'ont dit tu sauras ça quand tu seras plus grand. Donc évidemment, j'ai oublié ma question et puis quand j'ai eu mon premier fils, eh ben, tous les Tintins étaient chez moi, donc il a vu que ça m'intéressait, il s'est mis à les sortir, je les ai regardés avec lui et j'ai repris cette question de savoir qu'est-ce qui finalement, c'est bizarre cette histoire des Dupont. Et puis il y avait une autre question aussi qui me préoccupait, c'est pourquoi, vous savez, le fameux chevalier de Haddock qui a vécu à l'époque de Louis XIV, pourquoi il déclare qu'il y a un trésor à trouver, c'est le fameux mystère des trois licornes, et puis en fait, le trésor à trouver, il est indiqué comme se trouvant dans une île dans laquelle il n'y a rien. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un envoie ses descendants chercher un trésor là où il n'est pas, avec en plus des parchemins, un truc énigmatique, un petit peu comme si, à force d'efforts, vous arriviez à reconstituer la trace de documents légués par un ancêtre qui indique qu'il y a un trésor caché dans telle banque, dans tel coffre. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour déchiffrer tous les parchemins, vous y allez, il n'y a rien. Ben, vous vous dites quoi? Ben, vous vous dites, il y a quelque chose d'autre à découvrir. S'il m'a envoyé là où il n'y a rien, c'est sans doute qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà. Donc, je suis parti. Qu'est-ce que je voulais... Pardon, non, c'est parce que je voudrais essayer de partager l'écran. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, j'ai travaillé, je me suis amusé à retravailler. Je me suis amusé à retravailler ces questions dans les années 1980. Et ça a abouti à un article, effectivement, dans la revue que vous a montré Jean-François, la revue Confrontation, qui est parue en 1983. Alors, pour ceux qui sont intéressés à Hergé, vous savez sans doute qu'en 1983, Hergé est mort, ce qui veut dire qu'en 1982, il était toujours vivant. Et donc, en effet, quand j'ai écrit cet article en 1982, pour une revue qui devait paraître en 83, j'étais embêté d'écrire un article sur Hergé, que j'admirais beaucoup, un article dans lequel quand même, je faisais l'hypothèse de l'existence d'un secret dans sa famille, dont je vous parlerai un peu plus précisément dans quelques minutes, puisque mon travail portait sur le fait qu'il y avait un secret caché dans les aventures de Tintin. Vous n'êtes pas étonné après ce que j'ai dit des Dupont, après ce que j'ai dit de l'histoire des parchemins et de l'île. Donc il y avait un secret caché dans les aventures de Tintin, je mets le doigt dessus, ou je pense mettre le doigt dessus, un secret de filiation, et je déclare dans mon article que pour avoir si bien imaginé un secret de filiation et en même temps l'avoir aussi bien caché dans les aventures de Tintin, il est très probable que Hergé est porteur lui-même du même secret dans sa propre filiation. Donc ce n'est pas un secret de Hergé, c'est un secret de la famille de Hergé. Donc avant de publier cet article, je l'envoie à Hergé. Hergé est très malade, il avait le sida suite à des transfusions sanguines, puisqu'à l'époque, des transfusions sanguines ont communiqué le sida à certains de gens, quand même ça rappelait, dont Hergé. Donc, il était très malade, il est mort en mars 83, quelques mois plus tard. Je lui envoie l'article vers fin août et son secrétaire, qui était Alain Baran, me répond en me disant que Hergé est très content, il est très surpris de l'article, qu'il a été très impressionné, qu'il m'encourage à continuer. Et il a cette phrase un peu énigmatique que j'aurais beaucoup appris à Hergé sur le créateur du personnage de Haddock. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est un dédoublement du créateur d'avec lui-même. Hergé ne dit pas « vous m'avez beaucoup appris sur moi », il dit « vous m'avez beaucoup appris sur le créateur du personnage de Haddock ». Voilà. Donc, cet article est publié dans la revue Confrontation, et puis, il a un certain écho, et après, donc, je vais écrire, quelques années après, Tintin chez le psychanalyste, qui va donc paraître après la mort de Hergé en 1985. Donc, il y a un petit film qui vous résume très bien les choses. J'ai aussi un PowerPoint. Le PowerPoint est beaucoup plus scolaire, mais le petit film est plus drôle. Donc, je vais vous montrer le petit film. Ça doit durer moins de 10 minutes. Hein. Et puis après, on peut discuter ou je peux vous résumer les choses avec les slides du PowerPoint. Parce que le PowerPoint, sur les planches, c'est les planches de Hergé qui m'ont mis sur le chemin du secret que j'ai découvert. Mais dans le petit film, on ne part pas des planches. On prend les choses par la fin, si vous voulez.
c'est la construction que j'ai faite. On verra, on peut voir après le chemin que j'ai suivi. Donc ce petit film, je n'avais pas pensé le faire, et puis en 2019, si je me souviens bien, enfin ça s'est passé avant, en 2017, la BNF m'a proposé de me rendre un hommage pour l'ensemble de mon œuvre. Alors, donc ça fait un peu peur à mes proches, hein, qui m'ont dit ça y est, c'est l'enterrement. Ben, j'ai dit non quand même, on va essayer de faire ça de façon drôle, parce que la BNF offre la possibilité, quand elle rend un hommage, de faire un petit film. Donc ça, c'est pas beaucoup de financement, mais c'est un encouragement. Un petit financement, c'est quand même un encouragement. Donc la plupart des gens qui ont un hommage à la BNF font un petit film qui montre qui montre un petit peu leur vie personnelle, leur mari, leur femme, leur chat, leur chien, leur voyage, etc. Ça, j'ai dit, j'en veux pas, c'est à la con. Et donc, j'ai dit, je veux un film d'animation. Faut pas vous étonner, j'aime bien les images, et je veux un film d'animation. Donc, c'est un peu compliqué parce que l'animation, personne n'avait jamais fait la BNF. Mais il se trouve que je connaissais Michel Jaffrenoux, que j'avais rencontré autour de Tintin, parce qu'on avait prévu ensemble de faire un film d'animation pour France 3 ou France 2, je ne sais plus, à l'époque. Et puis, le mari de Fanny Remy, hein, nous avait un peu laissé lanterner. On avait travaillé, puis finalement, il avait refusé le projet, mais du coup, je savais que Michel Jaffrenoux était intéressé par Tintin. Michel Jaffrenoux a eu une grande exposition à la BNF, c'est le pionnier du développement de l'animation en France. Le nom ne vous dit rien, mais si vous tapez « vient de mourir », si vous tapez Jaffrenoux sur Internet, vous trouverez. Donc avec Jaffrenoux, puis avec une étudiante qui avait fait un travail très talentueux, que j'avais repéré, donc on a fait ce petit film. Donc il y a beaucoup de choses dans ce petit film, il dure une cinquantaine de minutes, mais je vais juste vous présenter, vous voyez, à 23 minutes, la petite séquence qui concerne les aventures de Tintin, enfin mon travail sur Tintin. Si vous avez le son. Dire en vieux. À Didier en vieux.
Voilà. Donc, ça vous synthétise très rapidement l'essentiel. Alors après, si vous avez des questions, ou alors je peux vous montrer les planches dont je suis parti, un peu un travail un peu laborieux que j'ai fait, mais là au moins ça vous met tout de suite dans la compréhension de ce que j'ai montré. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas très explicite, c'est le fait que après, lorsque j'ai écrit Tintin chez le psychanalyste, aucun auteur ayant écrit sur Hergé n'avait jamais eu de couverture originale des ateliers Hergé. Et donc, je n'avais pas eu l'idée de demander une couverture originale. Et c'est mon éditeur qui a dit, mais si, il faut demander. Donc, je dis, ben, vous pouvez toujours demander. Donc, il a écrit à Moulinsart. Donc, la lettre est arrivée à la veuve de Hergé, Fanny Remy. Et à mon grand étonnement, quelques jours après, j'ai reçu un appel de Bob Demore, donc, que vous voyez dans le film, le collaborateur. Salut David, bonne journée. J'ai reçu un coup de téléphone de Bob Demore, qui était donc le plus proche collaborateur de Hergé, qui dessinait du Hergé. On s'est interdit de dire qu'il dessinait du Hergé aussi bien que Hergé, bien sûr, mais enfin, il le dessinait quand même très bien. Et donc, Bob Demore me dit, mais voilà, Fanny m'a dit de vous dessiner une couverture originale, mais je n'ai pas d'idée. Et donc, du coup, c'est la couverture qui vous est indiquée dans le livre. Du coup, voilà, j'ai fait un brouillon de couverture et que vous voyez ici grossièrement. Et ensuite, Bob Demore a fait le projet que vous voyez, qui est le projet de couverture, mais qui n'est pas vraiment la couverture parce qu'il y a une différence dans le visage du chevalier de Haddock, donc Freud, puisque dans la première image que j'avais proposée, parce que Bob Demore ne voyait pas comment dessiner Freud, donc j'avais donné une photo de Freud n'ayant pas encore son cancer de la mâchoire, et puis il m'a dit, je ne reconnais pas le Freud avec lequel je suis familier, et il m'a dit, mais j'ai trouvé une photo sur laquelle on voit bien son cancer de la mâchoire, c'est celle-là que je vais prendre. Donc du coup, il a fait ce visage grimaçant, vous voyez en bas à droite, alors que sur la première version, il avait le visage en haut à gauche. Donc, en tout cas, je suis très étonné à l'époque que Hergé, que Fanny Remy, donc la veuve de Hergé, ait accepté une couverture, d'autant plus que, comme vous voyez, il y a une couverture dans laquelle il y a un personnage qui n'existe pas dans les aventures de Tintin, qui est le fameux Freud déguisé en chevalier de Haddock. Et puis, autre chose importante, vous voyez que sur la couverture, je n'avais pas mis Tintin dans mon projet.
Et du coup, Bob de Mort me dit non, il faut absolument qu'il y ait Tintin, sinon personne ne va comprendre pourquoi il n'y a pas Tintin. Donc il rajoute Tintin sur son projet. Voilà. Après ce que je pourrais, le plus intéressant, alors peut-être pour qu'on ait le temps de discuter. Donc j'ai beaucoup tâtonné au début. Donc je suis parti de cette histoire incroyable du chevalier de Haddock, parce que si les Dupont ont deux pères, il faut chercher du côté de la filiation. Donc il y a une seule histoire de filiation, c'est lorsque Haddock cherche à reconstituer sa généalogie, avec, vous voyez, des gestes identiques de la part du chevalier et de la part de Haddock. Le chevalier ici avec la longue vue, Haddock avec sa bouteille. Donc voilà, une sorte de mimétisme qui a traversé les générations. Ici, vous voyez, Haddock avec son sabre, le chevalier avec son sabre en bas, Haddock qui jure et son ancêtre qui jure, voilà, avec ce fameux juron que le grand Kit croque, et puis le parchemin de la donation sur lequel, comme vous indique le film, il y a mon cher et aimé François, ce qui m'a quand même beaucoup intrigué. Alors j'ai beaucoup hésité entre, vous savez, le fameux masque de fer, est-ce que le chevalier de Haddock serait un frère de Louis XIV? Mais finalement, avec des dates, parce qu'il y a des dates, on va rentrer en détail, l'hypothèse du fils était la plus plausible. Le trésor dans les fondations, vous l'avez vu. Et donc, cette chose que vous n'avez pas vue, parce qu'on ne pouvait pas tout mettre dans le film, qui est extraordinaire, c'est que le capitaine Haddock est donc le descendant du chevalier. Le chevalier n'a pas pu dire tout au long de sa vie qu'il était le fils de Louis XIV, donc il a été condamné au secret. En revanche, vous voyez ici, dans cette séquence, le grand Inca est à la place du roi Louis XIV. Dans les deux cas, c'est le grand roi Louis XIV, grand Inca. Et ici, le capitaine Haddock ne va pas, le chevalier de Haddock n'est pas obligé de garder un secret. Son descendant, le capitaine Haddock, jure de garder le secret. Et il le dit en disant que le grand cric me croque, c'est-à-dire en utilisant le juron le plus familier, enfin le plus courant du chevalier de Haddock. Donc, identification au chevalier de Haddock. Encore une fois, ce n'est plus l'ancêtre qui est obligé de garder le secret, c'est son descendant qui choisit de garder un secret. Et dans les deux cas, la promesse se fait auprès d'un grand roi, d'un grand Inca. Alors tout ça, c'était très joli, mais le grand problème que j'ai eu, c'est que s'il y a une filiation cachée dans les aventures de Tintin, il n'y a pourtant pas de personnage paternel. Donc je me suis dit, toujours l'idée de la bande dessinée, ce qu'il n'y a pas dans les images, on doit le trouver dans le texte, ce qu'il n'y a pas dans le texte, on doit le trouver dans les images. La bande dessinée, tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans le texte, mettez dans les images, tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans les images, mettez dans le texte. Donc ça, c'est une convention narrative. Mais si on pousse les choses un peu plus loin, on se dit, ben, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans les images parce que ça n'est pas assez clair pour soi, c'est pas formulable, c'est pas explicite, c'est pas symbolisé avec des mots, ben, on va le mettre ailleurs. Et donc, du coup, je suis tombé sur la répétition du trois lettres K-A-R, K-A-R qu'on trouve partout. Vous voyez, j'ai fait une petite liste d'ailleurs qui n'est pas exhaustive. Ranko, Ravashkutala, Mitsuhirato, Rajaija, Rastapopoulos, Balthazar, Ramon, Alcazar, Castafiore, Crabbe, Maroc, Karaboudjan, enfin voilà, Raskar Kapak évidemment. Donc ces trois lettres K-A-R qui reviennent tout le temps. Et ces trois lettres K-A-R, eh bien, Hergé lui-même nous en donne la signification, puisque en Sildavi, il nous dit dans ce parchemin que les trois lettres K-A-R veulent dire roi. Donc, ce n'est pas étonnant, hein, puisqu'Ar, c'est Carolus Magnus, mais c'est intéressant que Hergé ait éprouvé le besoin d'inventer tout un pays qui n'existe pas, une dynastie qui n'existe pas, une langue qui n'existe pas, dans laquelle K-A-R veut dire roi. Voilà, donc là, j'étais assez content parce que du coup, je trouvais le personnage paternel caché, parce qu'effectivement, le personnage paternel caché, il ne peut pas le montrer, puisqu'il est caché, donc il le met dans le texte. Voilà, les couvertures. Et après, donc, une fois que j'ai publié Tintin le psychanalyste, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, en 87, vous avez 2 journalistes belges, Thierry Smoldern et Pierre Sterks, ils n'ont pas été les premiers, mais ils ont été les premiers à le rendre public. Ils vont reconstruire la généalogie de Hergé et donc découvrir que la grand-mère de Hergé, qui s'appelle Marie de Vigne, vous voyez, 1860-1901, qui était femme de chambre chez la comtesse de Dotzel, alors que certaines personnes disent duchesse, d'autres comtesse, je dis comtesse, peu importe, et donc famille noble de Dotzel. Et donc Marie de Vigne se trouve enceinte de 2 jumeaux, Léon et Alexis,
et de père, semble-t-il, inconnu, tout au moins dans ce qui est raconté dans la légende familiale à Hergé. Depuis, des travaux ont montré qu'en fait, le père n'aurait pas été inconnu, mais qu'il avait disparu très vite. Donc, toujours est-il que les enfants portent le patronyme de la mère, donc ils sont bâtards, et ils sont finalement reconnus quand ils ont 11 ans par un ouvrier du nom de Remy, et la rumeur a couru que Remy n'aurait fait que passer. En fait, il n'a jamais vécu avec Marie de Vigne avec les enfants, et la rumeur a couru qu'il aurait touché de l'argent de Madame Dotzel pour légitimer les jumeaux, puisque le statut de bâtard à l'époque était très infamant. Et donc, c'est l'un de ces deux jumeaux, Alexis, qui a été le père de Hergé. Donc, on comprend mieux maintenant pourquoi les Dupont ont deux patronymes. C'est parce qu'en fait, il y a deux pères dans la généalogie du père de Hergé. Le père de Hergé a un père géniteur inconnu et il a un père adoptif également inconnu, puisque l'ouvrier du nom de Philippe Remy ne s'est jamais occupé non plus des enfants. Il n'a fait que réaliser un mariage blanc avec Marie de Vigne, mais il a toujours, il n'a jamais eu de contact de réalité avec les deux jumeaux. Donc, on comprend maintenant pourquoi les Dupont ont deux patronymes, parce qu'il y a deux pères. Alors, vous voyez peut-être un truc qui vous intrigue, géniteur inconnu, probablement noble, peut-être le roi des Belges lui-même. Pourquoi je me suis permis de dire ça? Alors, on peut penser que le père, ça serait peut-être le mari de Madame Dotzel, mais c'est peu probable parce que Madame Dotzel s'est bien occupée des deux jumeaux, et en général, les femmes n'aiment pas les enfants qui sont issus d'une autre femme, surtout quand c'est leur mari qui les a faits. Donc, comme Madame Dotzel s'est occupée des deux jumeaux, ça écarte un peu l'hypothèse du mari. Ça pourrait être le fils de Madame Dotzel, pourquoi pas. Mais j'ai découvert un jour par hasard chez un antiquaire suisse, un grand collectionneur suisse, j'ai découvert un jour que le roi des Belges, en fait, avait une vie sexuelle extrêmement active et pour laquelle il se déplaçait de château en château, château de ses nobles. Il y avait beaucoup de nobles qui dépendaient de lui. Il avait la main sur ses nobles. Il était très, très autoritaire et très important. Il possédait le Congo quand même, immensément riche à cause des mines en Belgique, les mines de fer et de charbon en Belgique. Et donc, il se déplaçait de château en château avec un objet qu'on n'a jamais étudié en médiologie, que l'antiquaire avait appelé sa chaise à baiser. La chaise à baiser du roi Léopold II, en fait, c'était une espèce de divan, mais au-dessus du divan, il y avait un autre divan. Mais en fait, il y avait deux divans superposés, comme ça, enfin deux espèces de lits superposés. Et en fait, il pouvait prendre toutes les positions possibles de manière à avoir une activité de voyeur, soit dans une activité sexuelle qu'il avait lui-même, soit de femme avec lui, soit un homme avec lui, etc. Et donc, cette chaise à baiser, dont j'ai vu la photo, mais je ne vais pas l'avoir demandé à cet antiquaire, elle était en vente à l'époque. Il m'a dit, est-ce que tu veux l'acheter? On peut l'acheter, ça valait assez cher en plus. Et j'aurais dû vraiment faire une photo. Et maintenant, il est décédé, donc et puis je ne vais pas en avoir gardé une même. Et donc, du coup, ça rend plausible, comme Marie de Vigne était servante dans le château de Dotzel, ça rend plausible que peut-être le roi des Belges, voilà. Enfin, de toute façon, c'est une hypothèse, mais ce qui est important, c'est que Thierry Smoldern et Pierre Sterck s'écrivent dans leur livre que quand le petit Hergé demandait qui était son grand-père, du côté de son grand-père paternel, il y avait deux versions. Soit on lui disait, tu sais, ton grand-père paternel, c'était quelqu'un sans intérêt, c'est pas la peine qu'on en parle, et ça, évidemment, ça désigne l'ouvrier électricien Philippe Remy qui a fait un mariage blanc et qui a disparu aussitôt. Mais on lui disait aussi parfois, ton grand-père, c'était quelqu'un de tellement important qu'on ne peut pas t'en parler parce que ça te monterait à la tête. Alors, si vous dites ça à un petit garçon belge au début du 19e, au début du 20e siècle, évidemment, quelqu'un d'extrêmement important, on ne peut pas t'en parler, ça te monterait à la tête, il va imaginer le roi des Belges lui-même. Donc, vous voyez que le roi des Belges soit vraiment intervenu dans cette histoire ou qu'il ne soit pas intervenu, en tout cas, dans l'imagination, dans l'imaginaire du petit Hergé, le roi des Belges pouvait être voilà, le candidat plausible aux origines de son père et de son oncle. Voilà, et donc du coup, quand j'ai après les travaux de Smoldern et Sterck, qui m'ont beaucoup intéressé, je me suis relancé sur la compréhension de cette histoire, d'autant plus que j'avais publié entre-temps un livre sur le secret de famille,
et donc sur les différentes générations concernées par un secret. Et il m'a semblé que les 3 générations, vous voyez, impliquées dans cette filiation, donc la génération de Marie de Vigne, la femme solitaire, c'est moi ça, j'ai oublié. C'est le roi des belles. Remarquez, ça va s'arrêter tout seul. Excusez-moi. Voilà, donc je me suis réintéressé à cette filiation en essayant de voir comment, dans les aventures de Tintin, on retrouvait les différentes générations concernées. Et vous allez voir que c'est assez facile. En fait, la femme solitaire qui ne donnera jamais aux jumeaux le nom de l'homme du géniteur de ses enfants, c'est la Castafiore. Les jumeaux, évidemment, Léon et Alexis, ce sont les Dupont. Et ça, Hergé l'a dit, puisque dans son atelier à Bruxelles, lorsqu'on entrait dans la salle d'attente, il y avait un porte-manteau avec les cannes des Dupont et les chapeaux melons des Dupont. Et Hergé disait en riant, c'est mon père et mon oncle. Donc ça, il l'a dit clairement, les Dupont, c'est son père et son oncle. Et la 3e génération, ben, c'est Hergé lui-même. Et Hergé lui-même, bon, comme tout créateur, enfin comme tout individu, a plusieurs représentation de lui-même, et ce sont Tintin, Haddock et Tournesol. Donc, on va voir ça assez vite. La Castafiore, donc, vous savez qu'elle est spécialisée dans l'ère des bijoux, hein, de l'opéra de Gounod. Et ce qui est important, et Hergé connaît très bien cet opéra, puisque certaines personnes ont dit, mais Hergé ne connaît rien à l'opéra de Gounod. Ben, si, puisque vous voyez ici, il y a une petite vignette ici, et la Castafiore dit, j'ai mis la plus belle robe de Marguerite, et c'est la robe de l'ère des bijoux. Alors, l'ère des bijoux, il faut préciser un petit peu ce que c'est quand donc Faust, rajeuni par le diable, veut draguer Marguerite, et Marguerite est une pauvre servante, et le diable lui fait découvrir des bijoux, et elle met les bijoux sur elle, elle se regarde dans le miroir, et elle dit, je ressemble à la fille d'un roi, et lorsque Faust me verra, il aura l'impression de la fille d'un roi, donc elle se sent pleine de confiance pour avoir une relation avec Faust. Et puis effectivement, elle a une relation avec Faust, et puis vous voyez, ça tombe très mal. Hein, voilà. Et donc un petit peu comme pour Marie de Vigne. Pourquoi je vous ai mis ça? À cause de cette image, c'est que Marie de Vigne, elle s'appelle Marie, et la femme de la camérière, l'habilleuse de la Castafiore s'appelle Irma, donc on peut jouer sur les mots, hein, Irma Marie. Et vous voyez, c'est un petit peu finalement les 2 images qu'Hergé pouvait avoir de sa grand-mère. Finalement, elle était servante dans le château, oui, mais qui s'est occupé des 2 jumeaux? La comtesse de Dotzel. Donc vous avez ici les 2 figures, en fait, qui sont occupées du père et de l'oncle. La génitrice, c'est Irma Marie, et la Castafiore, la grande dame, la diva, c'est la comtesse de Dotzel. Et puis la seconde génération du secret, c'est les Dupont, donc Alexis et Léon. Et Alexis et Léon, Smoldrin et Stax racontent que leurs vêtements ont été offerts jusqu'à leur majorité par la comtesse de Dotzel. Donc on imagine que la comtesse avait à cœur de bien habiller les jumeaux, mais en revanche, les jumeaux étaient bâtards, ils étaient nés sans père, ils portaient le nom de leur mère. Leur mère donc était fille-mère, ce qui était très infamant, et les enfants bâtards très infamants aussi. Donc on peut imaginer que lorsque la comtesse de Dotzel offrait des beaux habits chaque année à ces 2 jumeaux, évidemment c'était des habits qui ne correspondaient pas à leur classe sociale, être les enfants d'une pauvre femme de chambre, et donc du coup on peut imaginer qu'ils étaient moqués, et les Dupont, comme vous savez, se trompent souvent de vêtements, ils adoptent souvent les vêtements comme en style d'habit, ils portent des vêtements folkloriques en croyant que c'est les vêtements nationaux. Ici, même chose, ils portent des vêtements traditionnels chinois, croyant que c'est les vêtements quotidiens des Chinois. Et donc, très souvent, les Dupont sont moqués pour leurs vêtements. Et on peut imaginer que, de la même manière, le père et l'oncle de Hergé ont été moqués pour les vêtements que la comtesse leur offrait, qui, encore une fois, ne correspondaient pas à leur catégorie sociale. Et comme ils étaient bâtards, tout devait être bon pour les moquer. Ici, même chose, ils se trompent avec des vêtements de Sylvie. Et ici, pourquoi j'ai mis cette image Je vous pourrais mettre là. Enfin voilà, en tout cas,
je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette image. Et pareil, bon, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça, peu importe. Et si, parce que voilà, parce que les Dupont, en fait, ils sont condamnés à chercher et à ne jamais découvrir. Voilà. Les Dupont, vous savez, c'est la caricature, c'est une caricature d'inspecteurs, donc ils sont inspecteurs tous les deux, mais et ils croient toujours qu'ils vont trouver, mais ils ne trouvent jamais. Donc ils confondent l'image et la réalité. Ils confondent les horaires. Vous savez ils s'embarquent sur la Lune parce qu'ils ont cru que c'était les horaires de l'après-midi, en fait, les horaires du matin, ou le contraire, voilà, donc ils se sont trompés. Donc les Dupont, ils sont condamnés à toujours se tromper. Donc c'est un petit peu l'image du père et de l'oncle Hergé qui cherchent toujours et qui ne trouvent jamais. Ce que j'ai oublié de vous dire pour la Castafiore, je l'ai dit trop vite quand même, mais c'est important, c'est que la Castafiore, elle va donner, j'aurais pu faire la liste, mais d'autres l'ont fait, elle va donner à Hergé un grand nombre de. À Hergé, elle va donner à Haddock un très grand nombre de patronymes. Elle l'appelle Bardock, Capoc, Madoc, etc. Mais elle ne va jamais donner dans aucun album de Tintin, la Castafiore ne va appeler Haddock Haddock. Elle l'appelle toujours dans notre nom. Alors, si vous avez à l'idée que la Castafiore, c'est la génitrice qui refuse de donner au père et à l'oncle de Hergé leur patronyme, eh bien, elle en donne toujours un autre. La Castafiore, elle ne donnera jamais à Haddock son véritable patronyme. Donc, les Dupont, et puis là, on leur dit de pomper, voilà, ils continuent à pomper. Donc, on leur dit, c'est un côté un peu autiste hein, maintenant, on dirait. À l'époque, on ne disait pas ça, maintenant, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, on dit au Dupont, capitaine Haddock dit au Dupont, il faut pomper pour alimenter en oxygène le scaphandrier. Et les Dupont pompent, mais ils continuent à pomper jusqu'à ce qu'on leur ait dit d'arrêter de pomper. Alors, c'est un peu un comportement enfantin, mais bon, c'est un comportement autiste. Là, les Dupont, vous voyez, le pendule indique qu'ils sont dans un endroit très haut, ils montent sur la tour Eiffel, dans un endroit, et qu'ils sont au plus bas, le capitaine Haddock pleure, le pendule indique qu'ils sont au plus bas, les Dupont descendent dans une mine, dans un puits de mine. Donc vous avez toujours cette incompréhension des Dupont qui sont incapables d'accéder au symbolique, on pourrait dire ça à la louche, hein, voilà, et ils prennent les choses de manière littérale et jamais dans le sens, jamais avec la signification normale des choses. Et puis la troisième génération, Tintin, Haddock et John Sol, Tintin au contraire, il résout toutes les énigmes. Il s'est passé des petits oiseaux au frère l'oiseau, il s'est passé de la pie voleuse à l'idée qu'il pourrait y avoir une vraie pie qui a volé les bijoux de la Castafiore. Et puis ici, il est capable, confronté, je vous ai mis ça, vous avez compris pourquoi, il cherche la voiture, il trouve la voiture, il trouve une voiture, il a repéré le numéro, il a écrit le numéro de la voiture, il cherche la voiture, mais il en trouve une vieille qui ne correspond pas et il s'aperçoit qu'en fait, le numéro qu'il a écrit, il peut retourner son carnet. Et ici, pourquoi je vous ai mis cette image? Parce que vous voyez, ça évoque ces travaux de Freud, ceux de Jean-Paul Tassin sur les bassins d'attraction. Et bien, vous voyez que ces numéros que Hergé fait apparaître sur ce carnet, ces numéros qui sont retournés, 160 891, 168 091, et bien si vous faites une troisième manipulation, vous avez dit 170 901, c'est la date de naissance et de mort de Marie de Vigne. Donc c'est pas par hasard qu'on trouve ces chiffres dans le carnet qui est retourné. Hergé retourne, et il nous invite à retourner nous aussi. Et en fait, vous voyez que la vieille voiture, la très très vieille voiture, en fait, renvoie au questionnement de Hergé sur le statut de la génitrice des jumeaux, de ses parents. Haddock, c'est l'alcoolique qui fait des tas de bêtises, voilà, et puis finalement, qui va trouver son chemin de rédemption avec le château de Moulinsart. Château de Moulinsart, vous voyez ici, sur lequel il y a un dauphin couronné. Alors on m'a dit c'est pas un dauphin. Bon, moi j'aime bien penser que c'est un dauphin couronné. Et donc le dauphin couronné, vous voyez ce que c'est le dauphin? Le dauphin, c'est le fils du roi. Donc en fait, le chevalier de Haddock n'a jamais été reconnu par son père Louis XIV, mais en revanche, il a un blason indiquant un dauphin, c'est-à-dire que ce qui n'a pas pu être dit avec des mots, c'est-à-dire le roi Louis XIV n'a pas pu dire au chevalier de Haddock, à supposer que ce soit son fils, tu es mon fils, tu es le dauphin. Eh bien, ça n'a pas été dit, mais c'est dans le dessin.
Et habituez-vous comme ça, si vous lisez de la bande dessinée, à toujours lire dans le dessin ce qui n'est pas dans le texte, et lire dans le texte ce qui n'est pas dans le dessin. Tournesol pour terminer, donc c'est un savant un peu foutraque. Vous voyez, on oublie toujours qu'au début, il est beaucoup plus lui aussi sur le versant un peu zinzin, sur le versant créateur utile à la société et rationnel dans ses créations. Donc il y a des machines abracadabrantes, vous voyez, qui font le malheur de Haddock et des Dupont. Et puis finalement, ben, il devient quelqu'un de très policé. Mais pour résumer ces différentes figures, ben, Tintin, c'est le côté de Hergé qui cherche, hein, puisque Hergé a dit Tintin, c'est moi quand je suis boy scout. Et effectivement, Tintin veut résoudre toutes les énigmes, un peu paranoïaque hein, chez Tintin, qui n'existe pas s'il n'est pas redresseur de tort. Il faut toujours qu'il trouve une cause à défendre. Il y a chez Haddock un côté alcoolique, désespéré, très déprimé, qui habitait aussi chez Hergé, qui a une pente à l'alcoolisme. Et puis, il y a chez Tournesol hein, le côté chercheur, enfermé dans sa création. Et Hergé a dit plusieurs fois qu'il était un peu comme Tournesol, il s'enfermait dans sa tour d'ivoire, hein, comme on dit, il passait des journées entières à dessiner, il se coupait de la société, et Tournesol, c'est ce côté-là de Hergé. Voilà, donc Tintin, Haddock et Tournesol. Voilà, et donc tout ça, donc quel petit film que vous pouvez regarder. Alors dans le petit film, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Là, je vous ai montré 7-8 minutes, mais en fait, ça dure une cinquantaine de minutes. Mais il y a d'autres choses. Il y a mon travail sur les secrets, mon travail sur Tintin, mon travail sur la photographie et mon travail sur les relations aux objets. Et puis là, vous avez les deux livres donc, que j'ai fait paraître après les travaux de Schmondran et Sterckx, et notamment dans Tintin et le secret d'Hergé, c'était les presses de la Cité qui m'avaient demandé un livre pour le 10e anniversaire de la mort de Hergé. Donc, Tintin et le secret d'Hergé est paru en 1993. Et dans ce livre, Tintin et le secret d'Hergé, vous avez les différentes générations du secret, comme je viens de vous les évoquer, mais beaucoup plus argumenté. Voilà, ben écoutez, merci de votre attention. Alors, merci Serge. Avant de céder la parole donc, à Daniel, je voudrais justement introduire ce que Daniel va nous dire maintenant à propos de ce dédoublement du pont du pont. Discours manifeste, discours latent, discours évident, discours crypté, dont tu viens de nous parler longuement. Et avec cette phrase moi, que je trouve tout à fait extraordinaire, que te dit donc Hergé, en 83, vous m'avez beaucoup appris sur le créateur du personnage de Haddock, sur le créateur. Donc il y a un dédoublement entre l'homme et le créateur. Et alors, c'est la grande question que j'introduis Daniel qui va nous en parler. Hergé savait-il où se trouvait Hergé par rapport à ces cryptes de son inconscient que tu viens de magnifiquement exposer? Oui, alors c'est évidemment la première question que tout le monde m'a posée, est-ce que Hergé était au courant de ça? Alors j'ai un petit peu répondu, il était au courant de certaines choses qui étaient claires pour lui. Les Dupont, c'était son père et son oncle, ça il était parfaitement clair. En revanche, les lettres K-A-R, il était au clair sur le fait que ça voulait dire roi, puisqu'il l'écrit. En revanche, je pense que c'était pas très clair pour lui qu'il ait fabriqué pratiquement tous les patronymes incluant ces trois lettres K-A-R, dans ce sens K-A-R ou dans le sens contraire R-A-K. Voilà, et souvent d'ailleurs Rakam, Rakam, voilà, Rak et Kar. Donc il y a des choses dont il était parfaitement conscient, d'autres dont il n'était pas conscient, mais en même temps, c'est un petit peu le lot de tout le monde. Hein. Il y a des choses de sa propre histoire autour desquelles on a construit une représentation explicite, et puis d'autres sur lesquelles on ne l'a pas reconstruite. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Hergé n'a jamais rencontré M. Rémy. Ça, c'est important, parce que Rémy, il a vécu assez longtemps, et Hergé aurait pu rencontrer M. Rémy pour savoir un petit peu comment M. Rémy avait épousé Marie de Vigne. Marie de Vigne est morte très jeune. Hein, c'est une vie très éphémère, mais en revanche, Rémy a vécu vieux, donc il aurait peut-être pu donner des renseignements. Voilà.
La famille d'Hetzel, Hergé l'a jamais rencontrée non plus. Moi, il se trouve que j'ai connu la fille de la baronne de Hetzel, qui était devenue psychogénéalogiste. Alors, c'est drôle. Alors, elle m'a dit, mais vous savez, dans notre famille, on est très fiers dans notre famille de nous être occupés du père et de l'oncle de Hergé, Alexis et Léon. Voilà. Mais la famille d'Hetzel ne savait pas non plus qui était le père des jumeaux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Hergé n'a jamais cherché à le savoir. Et c'est pour ça, c'est l'intitulé que David a donné à mon intervention de ce matin. C'est pour ça que Hergé, en fait, a travaillé avec ses représentations d'enfance. Et ça, c'est très important pour moi, c'est-à-dire que, on s'en rejoint un peu les questions de médiologie, selon le mode d'expression que vous choisissez, vous allez mobiliser des tranches de votre personnalité différentes. Si vous choisissez de vous exprimer à travers le dessin, vous renouerez avec des enjeux de l'infantile avec lesquels vous ne renouerez pas si vous choisissez le langage. Si vous choisissez le langage, vous pourrez probablement vous renouerez plus avec des enjeux de la préadolescence et de l'adolescence. Expert en langage, on peut regarder les adultes. Mais si vous choisissez le dessin, la bande dessinée, c'est des enjeux plus précoces. Si vous choisissez le chant, c'est encore plus précoce. Oui. Donc ça, c'est important, c'est qu'on n'exprime pas les mêmes territoires de sa personnalité selon les modes d'expression qu'on choisit. Et c'est pour ça que c'est bien de choisir des modes d'expression différents, voilà, faire du dessin, écrire, faire du cinéma, voilà. C'est chaque fois des couches différentes de la personnalité. Donc Hergé, lui, il a privilégié les couches de l'infantile, c'est-à-dire les constructions infantiles qui s'étaient fabriquées. Et en fait, s'il avait écrit des romans, peut-être qu'il se serait lancé dans une quête généalogique, mais avec le dessin, il en est resté aux constructions qui s'étaient faites quand il avait 5, 6, 7, 8 ans. Daniel. Bon, moi j'arrive après la bataille. Vous avez appris l'essentiel de la bouche de Serge. Je vais dire en quelques mots ce qui m'est arrivé l'été dernier. J'étais à l'île de Ré et sur le quai de l'île de Ré, il y a une librairie qui s'appelle Mille Sabords. Et dans cette librairie, il n'y a que du Tintin. Donc, par désœuvrement et par enthousiasme pour Tintin, je suis entré dans cette librairie où j'ai discuté un peu et notamment j'ai demandé les livres de Serge Tisseron. Il n'y en avait pas. J'ai demandé Benoît Peters, il n'y était pas. Enfin, différents ouvrages de tintinologie absents, bon, mais ils avaient les albums, les gadgets, les fusées, les cannes et les chapeaux, etc. Ça en pagaille. Bon, les peluches, etc. Donc, j'ai fait une provision de petits Tintins pour de vieilles formes d'enfance, pour me rafraîchir la mémoire et les yeux. Et puis, comme je tiens un blog, me prenant au jeu, j'ai déclaré que j'allais faire un été avec Tintin sur mon blog. Et j'ai donc publié 8 livraisons de réflexion sur ce que m'inspiraient les livres de Serge, entre-temps récupérés par moi, revenus sur le continent. Et puis, quand même, une lecture pour moi très rafraîchissante et complètement merveilleuse. Parce que, Tintin nous émerveille. Je ne sais pas si vous l'avez assez lu, mais pour moi, c'est une source d'émerveillement énorme. Je veux dire, c'est un accomplissement artistique absolument majeur au XXe siècle. On parle beaucoup de Proust, mais on devrait dire que Hergé, c'est mieux que Proust, n'est-ce pas Ah non, mais c'est Shakespeare. Etc. Bon, c'est monumental à tous les sens du terme, Hergé. Donc, il y a quand même là beaucoup à creuser. Et creuser, justement, parce qu'on ne peut pas aborder un album de Tintin sans se dire, il y a un truc, comme dans Le secret, cette boule de cristal, au début, quand il y a le magicien sur scène avec un doc tellement fier de percer les secrets du magicien, mais il y a de la magie, il y a un double fond, voilà, il y a une contrebande, il y a deux histoires superposées. Et donc, on ne peut pas lire, on ne peut pas entrer un peu longtemps, on ne peut pas fréquenter un peu sérieusement ces albums sans se dire, il y a un parfum de dédoublement. Voilà. Et ça, c'est le plus grand plaisir du lecteur, c'est de savoir que le texte est trafiqué, le texte est piégé, il y a de l'énigme, il y a du secret, le grand mot secret. Et quoi de plus séduisant que d'avoir des secrets pour une personne comme vous et moi, ou pour un livre, ou pour un film, bon, de double fond, des cachettes, de l'énigme. Voilà. Donc, je me suis beaucoup intéressé à Aragon, parce qu'Aragon est je dirais, un prince de l'énigme à certains égards. Et que dire de Shakespeare? Bon. Donc, voilà, les œuvres d'art en général nous réservent des cryptes, nous réservent des doubles fonds.
Et donc, j'ai lu avec passion Serge et j'ai trouvé que c'était absolument convaincant. Et je suis sidéré et même scandalisé que ton travail ne soit pas mieux, comment dire, répandu, acquis, parce que Un Nobel. Un Nobel. bon, là, c'est peut-être un peu trop demandé, mais j'en ai parlé à certains tintinologues que je ne citerai pas, mais que tu connais bien sûr, et qui m'ont dit, oh oui, il y a eu Tisserand, bon, mais enfin, ok, bon, il a fait sa propre pub, etc. Bon, j'étais estomaqué parce que ce que tu dis est irréfutable et on peut aller beaucoup plus dans le détail et c'est extraordinairement troublant. Par exemple, bon, tu n'as pas mentionné, donc je le fais pour toi, mais si tu l'as écrit noir sur blanc, on demande à Hergé quelles sont ses lectures d'enfance. Alors, Hector Malot, Sans famille, vient en tête. Ouvrons Sans famille. Rappelez-vous Alexis, un des frères. Rappelez-vous Vitalis, le musicien errant. Rappelez-vous son chien Capi. Et le petit Rémi. Enfin, il s'appelle Rémi dans le texte, mais sans accent. Mais bref, c'est l'histoire d'un enfant trouvé, Rémi, qui vagabonde avec un musicien errant et un chien nommé Capi. Alors, Capi, ça va engendrer bien sûr le capitaine, c'est le meilleur compagnon de Tintin, et ça va engendrer bien sûr le petit chien blanc. Bon, mais mieux que ça, à la fin, à Pienne, n'est-ce pas, Rémi retrouve sa vraie famille, c'est un château, ce sont des aristocrates, etc. Et comment s'appelle le château? Milligan. Et tu as le génie de dire, mais Milligan, Mill en anglais, c'est le moulin. Et le château de Moulinsart, c'est quand même très superposable à Milligan de l'architecte qu'a lu Hergé dans son enfance. Il y a Mansart. Donc on a là Mansart. Oui. Donc on a là une comment dire, on a là des traces presque à ciel ouvert de la façon dont l'imagination d'Hergé fonctionne, n'est-ce pas? La logique du signifiant, en effet, et comment ça se dissémine, comment ça apparaît. Et donc, bon, autre exemple, je vais citer, donc je fais pour toi, mais tu aurais dû le dire. Dans Le Crabe aux pinces d'or, il y a un épisode où, sur la mer un peu démontée, une mer qui prend ses enfants, dans des sarcophages. Cigare du Pharaon. Cigare du Pharaon, excuse-moi. Dans les cigares du Pharaon, Philémon Cyclone est embarqué au loin dans son sarcophage et Tintin essaye de faire des gestes pour l'aborder ou se réunir à lui. Et il n'entend pas ce que lui dit l'autre parce que la mer est houleuse et qu'il y a de la distance et du vent. Et donc, Philémon Cyclone ne prononce que quelques syllabes éparpillées dans l'air marin. Et qu'est-ce qu'on voit? Pas, plus loin, pas, ou, et. Bon, parmi d'autres syllabes décousues. Bon, c'est quand même où est papa, c'est quand même un des signifiants majeurs de tout ce que nous raconte Hergé dans ses bouquins, n'est-ce pas? Par quel hasard, et sans quasiment le savoir, il a écrit ça noir sur blanc sur la page 16 ou 18 des cigares du Pharaon. Bon, on pourrait continuer avec le Temple du Soleil, qui est effectivement le Soleil, le roi Soleil, l'ascension vers le Pérou, où est le Père, etc. Enfin, on pourrait, mais c'est sans fin, je veux dire. Et c'est très probant. Alors, à partir de quoi je me dis, mais Hergé nous donne, alors que savait Hergé? Et la réponse est qu'il ne savait pas grand-chose. Et au fond, il ne savait pas grand-chose pour continuer à créer. Parce que sa création était la bonne réponse à toutes ces questions qui se posaient. Et donc, c'est une catharsis, l'œuvre d'Hergé, à l'évidence. C'est une guérison, c'est une cure. Mais Hergé lui-même n'a pas tellement tâté de la cure psychanalytique. Au moment de Tintin au Tibet, il en a fait une avec un Jungien qui a duré 1 an. Et le Jungien lui a dit, je crois, débarrassez-vous de votre obsession de la pureté. Arrêtez-vous de dessiner, la même. Ça, c'est une faute professionnelle terrible. C'est une faute professionnelle terrible. C'était l'époque de Tintin au Tibet. Et Hergé traversait des arts terribles parce qu'il était de religion catholique très stricte. Et c'était l'époque où il pensait divorcer de sa femme pour partir avec une jeune coloriste, Fanny Remy, qui est devenue ensuite son épouse. Et donc, du coup, il traversait une crise abominable dont Tintin au Tibet rend compte, avec, vous savez, la fameuse séquence où Haddock est suspendu à une corde, et puis Haddock veut couper la corde parce que la corde est en train de couper le dos de Tintin, enfin des trucs inouïs dans une bande dessinée, très violent pour enfants, et suicide, enfin il pensait au suicide. Et donc, voilà, et donc du coup, il a vu ce thérapeute Jungien qui lui a dit, mais voilà, il faut renoncer à vos idéaux de pureté et arrêter de dessiner parce que vous faites du mal. Donc, du coup, il a quitté Jung et il a continué à dessiner. Il a bien fait. Et il a bien fait. Encore une remarque qui est redondante par rapport à ce que vient de dire Serge, mais au fond, l'impact d'un secret, c'est le grand sujet de Serge.
comment ça éclate dans la famille, au sens où quels éclats ça fait-il. Et là, vous avez presque à ciel ouvert les 4 façons de réagir au travail du secret dans les inconscients rassemblés dans la famille. Les Dupont, connerie absolue. Bon, ils réagissent au secret par la bêtise noire. Bon. Trifon, il déplace l'énigme. Trifon, il résout plein de problèmes techniques et scientifiques, mais il ne s'intéresse pas du tout au secret de famille. Mais il a déplacé la recherche scientifique, disons. Haddock, il réagit par des bordées d'injures, adressées à qui? Bien sûr, au géniteur manquant. Il l'appelle, n'est-ce pas? Il se venge, il l'invective à distance. Et puis, Tintin réagit par, lui, le délire d'énigme, c'est vraiment l'interprétation. C'est vraiment le savant en sémiologie, le savant en herméneutique, Tintin. C'est la bonne réaction par rapport à tout ce qui est arrivé dans la parentèle ou dans la généalogie de Hergé. Alors, peut-être un mot aussi sur la Castafiore, parce qu'il est très facile de se moquer de la Castafiore, qui est une matrone à l'évidence, dont une diva très ridicule, gonflée de narcissisme, son corps extrêmement corpulent dit jusqu'où elle pourrait se gonfler, n'est-ce pas, par son chant qui ruisselle. Et dans certaines scènes, notamment dans les 7 boules de cristal, Tintin et Haddock sont dans la loge, la Castafiore chante vers des bijoux, ils sont face à un ouragan des Caraïbes qui leur déferle dessus en arrachant leur. Bon, donc, et Milou se met à hurler à la mort pour répondre à cet ouragan. Donc, la Castafiore, elle est trop. Bon, elle a un narcissisme déferlant. Mais là aussi, ça répond à une interrogation fondamentale de l'enfant sans père et sans mère. Enfin, du moins, dont la mère est assez mystérieuse. L'enfant se demande nécessairement, est-ce que mes parents m'ont enfanté par amour? Ou est-ce que ma mère a été violée? C'est très, très, très plausible comme hypothèse, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'ils ont fait ça sans le savoir, par indifférence, je suis né par hasard, etc. Et au fond, que fait la Castafiore? Elle met en scène l'orgasme dans son chant, tellement recouvrant de tout, tellement exubérant. On ne peut pas écouter la Castafiore sans penser à la jouissance féminine, le continent noir, comme dit Freud, de la féminité. Et donc, la réponse, au fond, rassurante apportée par la Castafiore, c'est non, je jouis, je sais jouir, j'en ai l'expérience, et voici l'expérience. Je jouis en chantant cet air des bijoux, qui est dans l'opéra de Gounod, en effet, le moment du triomphe, ce triomphe étant de courte durée, puisqu'à la fin, la malheureuse Marguerite va finir filmère et folle dans l'opéra. Donc, il y a là un destin très funeste que Hergé connaissait, qu'il a codé en fixant l'opéra sur ce moment de jubilation intense, comme une dénégation du sort fatal de sa propre grand-mère, Marie de Vigne. Oui, en fait, donc tout ça est cohérent. La Castafiore est double, hein. C'est les 2 personnages. La Castafiore, tantôt c'est Madame de Hetzel, voilà. Tantôt c'est Marie de Vigne, puisque quand elle joue le rôle de Marguerite, en fait c'est Marie de Vigne. Et quand elle remet son manteau de fourrure et qu'elle redevient la diva, c'est Madame de Hetzel. Donc la Castafiore, elle incarne ces 2 personnages en un seul, sauf au moment où on la trouve à côté d'Irma Marie, et c'est la seule incarnation plausible de la représentation qu'Hergé pouvait avoir de sa vraie grand-mère. Mais il préfère finalement travailler avec cette représentation double de grande dame et Marguerite dans une seule figure. C'est formidable. Qu'en est-il dans la représentation de la mère? Parce que c'est la grand-mère de Castafiore, donc c'est la grand-mère, et la mère de Hergé dans tout ça. Ah ben, la mère de Hergé, elle est absente parce qu'elle ne fait pas partie du secret. La femme d'Alexis, elle ne fait pas partie du secret. Donc, si vous voulez, il faut comprendre qu'un enfant, il s'organise autour de ce qu'on lui dit, mais encore plus autour de ce qu'on ne lui dit pas et qu'il pressent. Or, du côté de la mère de Hergé, tout semble simple, tout semble clair. Il y a des grands-parents, jamais il n'en a parlé, mais bon, probablement, il allait de temps en temps chez les grands-parents maternels. Mais quand il disait « et mes grands-parents paternels », c'est là que le mystère commençait. Et donc, c'est de ce côté-là qu'il a cherché à boucher les trous et qui s'est mis, comme on dit, à fantasmer, à imaginer, à rêver. Et puis après, il a oublié tout ça, il est devenu ado, puis il s'est mis à dessiner. Vous savez, il met longtemps avant d'arriver à créer le Capitaine Haddock. D'abord, c'est Tintin et Milou, uniquement. Et puis, plus il maîtrise sa création, et plus il va renouer avec les enjeux de sa petite enfance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne tombe pas dedans dès qu'il commence à dessiner.
D'abord, il dessine dans l'air du temps. Il dessine l'histoire d'un jeune garçon, son chien. Vous savez, Tintin, on l'a beaucoup dit, c'est Bécassine, c'est le visage de Bécassine avec les cheveux en plus, voilà. Et donc, il dessine des choses qui sont convenues par rapport à ce qui est attendu de la bande dessinée à son époque. Et c'est quand il commence à dessiner l'histoire du chevalier de Haddock qu'il bascule dans cette quête généalogique qui est en fait sa propre quête généalogique. Alors, il y bascule aussi, il ne faut pas oublier, parce que il y a l'histoire du quart. Il ne faut pas oublier que le quart, il fait le secret de la licorne pendant l'occupation allemande, et le quart, c'est le quart de juifs. Et que les juifs étaient persécutés s'ils avaient les trois quarts. Pleinement juif, de père et mère juif, grands-parents juifs, ou bien demi-juif, ou bien le quart. Le quart était laissé tranquille, si j'ai bien compris. Donc, le quart, c'est aussi. Je ne sais pas si vous pouvez dire. C'est-à-dire que il y avait les juifs pouvaient être pleinement juifs, ou être demi-juifs, ou être quart de juifs, s'ils avaient un seul des deux grands-parents qui étaient juifs. Et ils n'avaient pas les mêmes persécutions selon qu'ils avaient un quart ou pas. Donc, n'avoir qu'un quart était quelque chose de beaucoup moins problématique qu'un seul grand-parent juif. Donc, l'histoire du quart, comme les juifs déportent massivement les Belges, l'histoire du quart, comme les Allemands déportaient massivement les Belges juifs. Donc, l'histoire du quart est aussi dans l'air du temps. Reconstruire sa généalogie était quelque chose d'important par rapport à ces persécutions antisémites. Donc, ça aussi, c'est dans l'air du temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il prend des choses qui sont dans l'air du temps et il les remodèle complètement en fonction de ses préoccupations infantiles pour créer quelque chose d'incroyablement original. Et qui percole à travers l'inconscient collectif ou la conscience collective. Chacun connaît ses histoires, enfin, en tout cas nous, nos enfants et nos petits-enfants, on a tous des Tintins chez nous. Ça traverse les générations, et puis on prend un gamin sur les genoux, on lui lit une page de Tintin, etc. Enfin, c'est complètement banal chez nous. Enfin, alors, je ne sais pas ce qu'il en sera chez vous, mais c'est vrai qu'il y a une merveilleuse transmission transgénérationnelle. C'est quand même rare des bouquins qui ont cette capacité de cascader à travers les générations. Et ça parle à tous les niveaux. L'actualité de Tintin ne se perd pas. Voilà. Tintin est indémodable. C'est pourquoi. Et puis, oui, j'aurais dû dire en commençant, on y a un parfum de mystère en lisant Tintin. Moi, j'étais très amoureux d'autres bandes dessinées, par exemple Blake et Mortimer. Il n'y a pas du tout le même parfum de double fond chez Blake et Mortimer. Sauf dans un des albums. Dans un des albums, il y a probablement. Alors, j'ai étudié ça dans un autre bouquin. Oui. Je ne sais plus le titre, j'avais pensé qu'on en parle, c'est il y a tellement longtemps. Oui. Je me suis intéressé à ça, mais il y a un des albums où il y a une histoire généalogique aussi qui pourrait mettre sur la voie de préoccupations de l'auteur de Blake et Mortimer. Alors, il faut bien que vous compreniez l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une époque où beaucoup d'enfants se demandaient si c'est le roman familial de Freud. Beaucoup d'enfants se demandaient si c'était vraiment l'enfant de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de contraception. Et donc, il y a beaucoup d'enfants naissaient comme ça, sans qu'on les souhaitait. Hein. Et puis, il y avait beaucoup d'abus sexuels, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, on en parle beaucoup, comme si on les découvrait, mais je veux dire, l'histoire est jalonnée d'abus sexuels de toutes formes. L'occupation par les guerres entraînaient énormément de viols. Et donc, beaucoup d'enfants se demandaient, un, s'ils avaient été désirés, deux, s'ils étaient vraiment l'enfant de leur père. Et c'était une question récurrente qui revenait tout le temps. Et donc, c'était une question sociale, c'était pas seulement une question individuelle. Et donc, le fait que l'auteur de Blake et Mortimer, que Jacobs, l'auteur de Blake et Mortimer, ait introduit cette question-là, ne veut pas dire forcément qu'il ait eu une histoire semblable dans sa famille, mais que c'était une histoire dans l'air du temps. Et après, quand les enfants commençaient à être désirés, il y avait une autre question, c'est est-ce qu'on ne s'est pas trompé à la clinique? C'était avant l'invention des bracelets. Vous savez, c'est le fameux film. La vie est dans le fleuve. Exactement. Voilà. Et donc, il y a eu toute une génération d'enfants qui se demandaient si on ne s'était pas trompé à la clinique. Voilà. Et donc, c'était des questions sociales hein, que tout le monde se posait et donc qui influençaient forcément
la création des auteurs. Je veux dire encore par rapport à Hergé, Jacob, c'est des auteurs exceptionnels parce qu'ils sont à la fois scénaristes et dessinateurs. Or, aujourd'hui, c'est assez rare de trouver des auteurs qui soient à la fois scénaristes et dessinateurs. Et dès que vous avez un scénariste et un dessinateur, leurs enjeux généalogiques respectifs ou leurs imaginaires respectifs se métissent, se croisent, et vous n'avez plus du tout cette même pureté qu'on trouve chez Jacobs ou Hergé, d'un trait qui correspond complètement à l'univers intérieur du créateur. Il y a Yvan Pomon qui fait ça. Il y a Yvan Pomon. Oui, il y en a Qui fait quelques-uns. Des bandes dessinées aussi comme ça, qui cherchent et tout ça. Oui, Je sais oui. pas si- Jacob, c'est un plus chanteur d'opéra. Il faisait allusion au chant tout à l'heure, mais Jacob, ça avait cette performance. Oui. Mais la ligne claire dont on a tellement, qu'on a tellement attribué à Tintin, moi j'ai intitulé un de mes billets Ténébreuse ligne claire, parce que cette clarté n'est que très apparente, ou du moins cette clarté est elle-même un leurre et un rideau de fumée pour dire qu'il y a autre chose à dire. Alors, c'est justement toute la question du rapport du texte et de l'image, de ce que Freud appelle la Bildsprache, c'est-à-dire la langue du rêve, qui est une langue par figure, c'est-à-dire une langue par rébus, une langue par déplacement du côté des images. Et là, on a vraiment la Bildsprache freudienne en action, au travail. Et je m'étonne vraiment que les psychanalystes, enfin, Serge l'a fait pour eux, tant mieux, mais que Tintin ne soit pas mieux considéré comme l'exemple même d'un inconscient au travail et quasiment à ciel ouvert. Et néanmoins inconnu ou interdit pour son créateur lui-même. Ce qui pose la question pour moi absolument cruciale, oui, qu'est-ce que c'est un artiste? Est-ce que finalement une condition de la création ne serait pas une certaine non-science de ce qu'il fait? Au fond, il élabore ses albums parce qu'il ne peut rien dire en clair, à la façon dont dans les bijoux de la Castafiore, Haddock et la Castafiore se désirent, mais aucun ne peut le dire à l'autre. Et il y a une espèce de danse du désir qui demeure tacite ou qui demeure murmurée ou interdite, c'est-à-dire dite entre les lignes ou les images. Oui, c'est très amusant de déchiffrer ça dans les bijoux. Oui, ça pose deux autres questions aussi. La première question, moi je me suis souvent posée, c'est pourquoi est-ce que personne avant moi n'a pointé le fait que les Dupont, qui étaient jumeaux, n'avaient pas le même patronyme. Ça crève les yeux. Je me suis toujours demandé pourquoi personne n'avait écrit, mais quand même, il y a quelque chose de curieux dans les aventures de Tintin. Et pourquoi même personne n'a écrit avant moi? C'est bizarre, ce chevalier qui dit avoir caché un trésor dans une île dans laquelle il n'y a rien. C'est quand même incroyable. Tout ce parchemin, cette recherche à laquelle il invite ses descendants pour les emmener dans un endroit où il n'y a rien. Ce qui est une manière de leur dire qu'il y a un secret derrière le secret. Ouais. Mais c'est incroyable. Et s'il y a un secret derrière le secret, en tant que lecteur, il faut le trouver. Voilà. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que ce que tu dis, Daniel, pose des questions par rapport au créateur qui pouvait s'engager dans une psychanalyse. Et il ne faut pas aller trop loin quand on est créateur dans une psychanalyse, parce que sinon on ne crée plus. C'est-à-dire qu'il faut garder des questions ouvertes de manière à alimenter une création. Donc, qu'un créateur s'engage dans une psychanalyse, c'est bien pour qu'il aille un peu mieux, pour qu'il ne se suicide pas, voilà, pour qu'il ait une vie à peu près vivable pour maintenir sa création, ce qui est parfois quand même des créateurs, parfois des historiques qui menacent leur propre création, mais après, pas aller trop loin. Parce que sinon, si tout devient explicite, eh bien, plus rien ne peut alimenter une création qui forcément va jouer sur l'indicible, voilà, sur l'innommable. Et donc, il ne faut pas dire l'indicible, il ne faut pas nommer l'innommable, il faut le garder comme une source, comme une source d'énergie vivante, une source d'énergie intérieure qui va alimenter toutes les métaphores, toutes les métaphores en quoi consistent les différentes formes de création. Et donc, ligne claire, c'est une antiphrase. C'est pas clair du tout, voilà. C'est dit par... Vous avez ouvert quand même une question essentielle, c'est par rapport à l'inconscient, par rapport à la partie cachée de la psyché humaine. Là, il y a des modes d'expression qui sont très différents. Et alors, Serge, tu as dit, je vais vous rappeler quelque chose de très intéressant, entre la différence entre le dessin qui renvoie à l'infantile, le verbe, la parole, l'écriture, qui renverrait à l'adolescence, le langage de l'adolescence, disais-tu, avec sa différence, etc., et le chant qui renvoie à l'archaïque.
Et alors, Daniel, je te renvoie la question parce que tu as beaucoup écrit aussi sur ces différenciations méthodologiques. Donc, mais alors, où est la place aussi, alors, de la poésie? La poésie serait peut-être du côté du chant, la poésie de l'archaïque. Mais bien sûr, la poésie bien est du sûr, côté du c'est la chant. grande phrase d'Aragon. J'appelle poésie tout ce qui chante Bien sûr, dans la parole. chante, bien sûr. Tout ce qui chante dans la parole. Et pourquoi Aragon était tellement mis en musique? Et c'était étonnant. Il y a plus de 200 poèmes d'Aragon qui ont été transformés en chansons. Alors que ni Breton, ni Éluard, ni les autres n'ont mérité un tel traitement. Et donc c'est très mystérieux, la pulsion de chant. Et la Castafiore, vraiment, c'est en noir sur blanc, enfin, c'est en pleine lumière la pulsion de chant. Mais bon, c'est pas la voix d'Hergé exactement, mais il canalise cette voix néanmoins dans ses albums. Donc il y a effectivement beaucoup à dire sur les différents modes d'expression. Mais à propos de la superposition Haddock et Chevalier de Haddock, son aïeul au XVIIe siècle, il y a quand même des pages très magnifiques et très troublantes. Dans Rackham le Rouge, quand deux actions viennent en superposition, oui, et d'un seul coup, la toile du portrait du chevalier se crève, et Haddock surgit à la place du portrait de son ancêtre. Donc l'identification est à son comble. Là, il a réussi la fusion des deux individus qui n'en font plus qu'un. Mais ça a commencé par l'histoire des petits rouleaux de parchemin qu'il faut superposer pour avoir le secret. Alors, la notion de superposition, elle joue à plusieurs niveaux dans le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. C'est par superposition que vient la lumière. Mais bon, laissons flotter les choses. Voilà, ce qu'il faut encore vous préciser, c'est que lorsque j'ai fait cette hypothèse donc d'un secret familial autour d'un enfant d'origine noble non reconnu par son père, je n'ai pas pointé la génération concernée. C'est-à-dire, j'ai dit, pour avoir ainsi dans son œuvre mis en scène un personnage Haddock qui est porteur de la souffrance de son ancêtre jamais reconnu par son père, il faut que Hergé ait eu la même chose dans sa famille, mais je n'ai jamais dit c'est le père de Hergé. J'ai dit il y a quelqu'un dans sa famille qui un jour a pensé être né d'origine noble et n'a pas été reconnu par son géniteur. Et je me suis toujours gardé, d'ailleurs avec les patients aussi, de pointer les générations concernées par le secret. Vous savez, dans certaines familles, des gens viennent de thérapie, des gens viennent nous voir en disant j'ai l'impression qu'il y a un secret dans ma famille, alors ils le découvrent en thérapie. Et j'ai toujours dit qu'on ne pouvait jamais pointer la génération concernée par le secret. Très souvent, c'est une ou deux générations avant, mais pas toujours. Des fois, c'est des générations antérieures. Donc, je n'avais pas pointé la génération concernée par le secret. Et du coup, j'ai été très étonné de découvrir que c'était le père de Hergé qui était concerné par cette souffrance. Alors, il faut encore préciser, puisqu'Hergé quand même a un petit peu parlé de son enfance, que le père de Hergé était extrêmement déprimé. Il travaillait comme tailleur, il faisait de la confection, je crois, à domicile, et il dessinait parfois. Et Hergé dit que les seuls moments où il voyait son père sortir un peu de sa dépression, c'est quand son père dessinait. Il dessinait des vêtements qu'après il fabriquait. Donc ça vous indique aussi l'importance des vêtements, puisqu'il avait eu les vêtements offerts par la comtesse de Teutzel avec son frère jusqu'à leur majorité. Donc si vous voulez, il y a aussi une continuité. C'est des choses, ça paraît assez bête quand on s'intéresse à la vie des gens, mais de découvrir qu'il y a des choses finalement qui s'expliquent simplement. Et d'ailleurs, parfois, dans les gens ne sont pas conscients. Voilà, j'ai eu mes vêtements offerts par la comtesse jusqu'à la majorité, ben, il devient tailleur. Et puis il dessine. Et le petit Hergé voit son père dessiner, qui s'anime, qui est content quand il dessine. Il se met à dessiner aussi. Ça rend son père content. Vous voyez, et le petit Hergé à l'école ne fait que dessiner sur ses cahiers. Et donc, évidemment, c'est pas un mauvais élève. Il y en a eu d'autres comme lui. Et vous voyez, donc des petites choses comme ça qui s'enchaînent les unes les autres. Alors après, Hergé va être pris sous la houlette de l'abbé Vallès, qui est un catholique intégriste, et l'abbé Vallès va beaucoup orienter le travail de Hergé vers ses fameux albums Tintin au Congo, Tintin en Amérique, qui sont des recueils de stéréotypes, même nauséabonds pour Tintin au Congo, mais ça c'est l'influence de l'abbé Vallès. Et puis après, il va épouser une femme qui est sous la coupe de l'abbé Vallès aussi, qui est sa première femme, catholique intégriste et royaliste, et rexiste même. Et du coup, ça va marquer aussi sa création à un moment.
mais c'est au moment alors pendant la guerre, donc il échappe à l'actualité avec la généalogique. Et puis après Tintin au Tibet, qui est l'album de sa séparation avec sa femme, la confirmation de son union avec Fanny Ernaux. Après, il va avoir des albums beaucoup moins torturés, et notamment les fameux Bijoux de la Castafiore, qui est une sorte de parodie de sa propre création. Voilà, donc il y a aussi toute cette évolution personnelle de Hergé qui marque les étapes de sa création. Bon, les tintinophiles font grand cas. Les bijoux, c'est un paradis herméneutique pour la tintinologie. Bon, moi, j'avoue que ce n'est pas un album qui me bouleverse, mais il est très plaisant. Oui, il est très plaisant. Il n'y a rien de sérieux. Tout est anodin. Et alors, dans la dernière case de la première planche de Bijoux de Castafiore, Haddock et Tintin sont dans la forêt, et la dernière case, en bas à droite, c'est Tintin qui dit à Haddock, là-bas dans le bois, on entend un enfant qui pleure. Et ça, c'est pas mal, parce que le fait qu'il y a un enfant en souffrance quelque part et auquel il faut répondre, ou qu'il faut secourir, c'est tout le drame. Merci beaucoup pour cette présentation ce matin qui nous reprend dans l'enfance et on aime tellement les secrets de famille, c'est passionnant de vous écouter. Alors, quand vous parlez de cet enfant qui pleure, je pense à... Alors, je ne l'ai pas lu le livre, mais je sais que récemment, il y a un livre de Libération, Marc oui. Libération, on a fait sa dernière page. Qui s'appelle Dark Tintin, voilà. Et c'est un philosophe et qui, lui, tire un fil d'un abus sexuel que Hergé aurait subi, enfin, d'un autre secret, et je me demandais ce que vous en pensiez du coup. Alors, j'ai pas lu le livre, mais je sais qu'il parle de ce truc de l'enfant qui pleure dans la forêt, et après, je sais plus dans quel album, il y a quelqu'un qui vient la nuit, et qui est une figure un peu... Dans les rêves. Et du coup, je me demandais si vous aviez lu ce livre qui vient de paraître, qu'est-ce que vous en pensiez? Alors, je ne l'ai pas lu, c'est tout à fait plausible. Hein. Il faut se rendre compte que énormément d'enfants ont été abusés sexuellement. Hein. Je veux dire, vous voyez aujourd'hui les statistiques, la quantité de plaintes qui ont été déposées auprès de l'institution qui les recueille. Donc, je veux dire, on pourrait presque demander qu'il n'a pas été abusé sexuellement quand il était petit, dans ces générations-là, hein, je veux dire. Et donc, du coup, oui, qu'Hergé ait été abusé sexuellement, c'est tout à fait plausible. Qu'on en trouve la trace dans ses bandes dessinées, c'est tout à fait plausible. Le problème, c'est de savoir si ça devient le support d'une narration ou pas. Si, j'ai pas lu le livre, s'il démontre que c'est le support d'un fil narratif qui parcourt toute l'œuvre d'Hergé, je dis pas des vignettes de temps en temps, mais un support narratif, ça devient intéressant. Parce que l'histoire du secret, c'est un support narratif qui parcourt tous les albums. Je vous l'ai fait vite, mais dans tous les albums, Tintin au Tibet aussi, La Réconciliation, tout le fil rouge parcourt tous les albums. Alors si le philosophe en question montre que c'est un fil rouge narratif, oui, mais si c'est simplement quelques vignettes de temps en temps, voilà, comme on pourrait dire un jour il n'a pas mangé à sa faim, eh bien oui, il y a des vignettes dans Hergé où on manque de nourriture, voilà. Ou un jour, il s'est demandé s'il devait faire une bonne action, une mauvaise action. Ben oui, des fois, Milou se demande s'il doit faire une bonne action. Donc, on peut toujours trouver des vignettes isolées qui témoignent de tout. Hein, une maltraitance, faim, angoisse, je sais pas moi, colère, oui. Mais est-ce que c'est un fil narratif ou pas? Et j'ai pas cru comprendre que c'est un fil narratif. Mais comme les abus sexuels sont à la mode, oui, je sais bien de les pointer peut-être dans les aventures de Tintin. Mais j'ai pas cru, encore une fois, je répète pour l'énième fois la même chose, j'ai pas cru comprendre que c'est un fil narratif. Voilà. Il y a une autre question, qui taraude certains amateurs de Tintin, c'est l'absence de représentation de figures féminines séduisantes, sauf dans une case dans les 7 boules de cristal et encore. Et il y en a nulle part ailleurs. Il y a quelques très très jolies femmes dans les cigares du pharaon. Et puis il y a aussi l'actrice joliment dénudée qui reçoit des coups de fouet dans Pays d'or noir. Dans Pays d'or noir. Donc ils savaient très bien dessiner. Et puis il y a les hôtesses de l'air qui sont super mignonnes. Donc ils savaient très bien dessiner les femmes. Comment? Oui, c'est fugace. Parce que ça n'est pas parce que ça n'est pas un fil narratif. Parce que, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il travaille avec son imaginaire infantile de 4, 5, 6, 7 ans. L'imaginaire infantile de 4, 5, 6, 7 ans,
c'est pas un imaginaire infantile de l'adolescence. Donc, si vous voulez, ça n'est pas pour lui une préoccupation. Alors, c'est dit, il paraît qu'il aimait beaucoup les femmes. Sa première femme était superbe, paraît-il. La deuxième aussi. Mais enfin, la première, il en témoigne, voilà, et tout. Mais il était réputé pour aimer beaucoup les femmes, mais d'être sensible à la beauté féminine. Mais encore une fois, c'est pas un enjeu narratif pour lui. Si vous voulez, si vous, je sais pas moi, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est fondamental pour vous. Pour Hergé, ce qui est fondamental, c'est cette histoire généalogique dans laquelle il a constamment grandi, qui c'était mon grand-père, et pourquoi mon père et mon oncle ne parlent pas de mon grand-père, et pourquoi mon père est toujours très déprimé, dès qu'il parle de mon grand-père, il pleure. C'était ça, ces questions fondamentales. C'était pas autour de la sexualité. La sexualité, c'est après. Les bandes dessinées d'Hergé n'entrent pas dans le domaine de la sexualité. C'est comme toutes les bêtises qu'on a dites sur l'homosexualité. Bon, dès qu'on met deux hommes l'un avec l'autre qui font ami-ami, il y a des gens qui vont vous dire que c'est de l'homosexualité. Ben oui, parce que dans la petite enfance, vous avez des copains, donc c'est normal qu'on les retrouve. Mais c'est affreux parce que quand j'ai écrit Tintin, je suis psychanalyste, je travaillais à l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges, et il y avait des gens qui avaient dit ah ben Tisserand, il a trouvé le secret d'Hergé. Il y en avait comme ça des médecins qui me tapaient du coude et qui me disaient ah le secret d'Hergé, l'homosexualité, hein, l'homosexualité. Et je leur disais non. Ah, ils disaient ah bon, c'est autre chose. Voilà, parce que c'était dans l'imaginaire collectif, mais dans leur imaginaire collectif, pas dans celui d'Hergé. Vous voyez que le grand mérite de travail de Serge, et c'est un point essentiel, le bon usage de la psychanalyse. On n'a pas fait la psychanalyse d'un texte ou d'une bande dessinée parce qu'on y trouve des images de poignards, de phallus, de sceptres, de je sais pas quoi. Bon, c'est pas ça la psychanalyse. C'est pas des objets symboliques qui traînent ici et là partout. Bon, on en trouvera partout par définition. Non, il faut que la psychanalyse soit systémique. Il faut qu'elle s'attaque au noyau dur des choses, c'est-à-dire à une matrice sémiotique plus ou moins cachée, et qui organise en sous-main le jeu des signifiants, comme la magnifique dissémination de K-A-R, ou comme Papa et où, ou comme... alors, il y a une scène que tu n'as pas mentionnée, mais qui revient de façon récurrente. Dans 4 albums, je l'ai noté en te lisant, on restitue un enfant à ses parents. C'est dans Les Cigares du Pharaon, à la fin. C'est dans Le Lotus Bleu, Chang est restitué à une famille d'accueil, une famille de substitution. C'est bien sûr dans L'Or Noir, où Abdallah est ramené à son père, l'émir imbécile qui récupère son petit angelot en sucre, etc. Et puis bien sûr, le Tibet, bon, bah, on arrache Chang et on la ramène dans son berceau initial. Donc c'est quand même, c'est plus qu'un thème, je veux dire, il y a une logique là-dedans. Il y a une logique. Si vous voulez, il faut que ça soit récurrent et narratif. Voilà. Et le Tintin au Tibet, c'est très important parce que c'est aussi la réconciliation entre un père et son fils. Hein. Je vous ai dit, donc, il y a 2 albums de la réconciliation. C'est le Temple du Soleil, avec le roi, le clone du roi Louis XIV, qui est le grand Inca, le fils du soleil, qui va donc donner des bijoux, donner un trésor, et il faut me jurer le silence sur tout ce que vous avez vécu ici. Et Haddock dit que le grand cric me croque, donc formule qu'il ne prononce pas bien souvent, mais là il la prononce, formule de l'ancêtre, je garderai le secret je jure de garder le secret sur tout ce que je sais, voilà. La chose, encore une fois, qu'aurait pu dire le chevalier de Haddock si son père lui avait dit « Tu es mon fils, mais garde le secret », je garderai le secret. Et puis l'autre album de la réconciliation, c'est en effet Tintin au Tibet, puisque vous savez que le Yéti s'occupe de Chang comme un père, c'est ce qui est dit par Tintin. Et à la fin, lorsque Chang est arraché de l'emprise du Yéti, on entend pleurer dans la montagne. Et Tintin dit, on dirait qu'il pleure. En effet, on voit le Yéti, on voit un peu de dos, donc on comprend qu'il est très triste, c'est-à-dire qu'il perd son enfant. Et donc ça, c'est très important parce que c'est la représentation d'un père attristé de la perte de son enfant. Et vous voyez que c'est le complément de ce qu'il y a dans le sceptre, dans le Temple du Soleil, c'est-à-dire que là, c'est, on pourrait dire, le roi Louis XIV qui a abandonné son enfant, mais qui est triste de l'avoir abandonné. Donc c'est la mise en scène de la souffrance d'un père obligé d'abandonner son enfant, ou à qui on enlève son enfant. Vous voyez, c'est des choses, et c'est un élément narratif essentiel, puis c'est là-dessus que se termine Tintin au Tibet.
Et il n'était pas obligé de terminer comme ça quand même. Je veux dire, voilà, le Yéti, c'est une sorte de monstre. Voilà, Chang est sauvé. Ben non, le Yéti est triste. Il pleure, il est triste. C'est des plus beaux albums, hein, le Tintin Oui, Sauvage, c'est magnifique. Pardon. C'est le plus angoissant de tous les albums. Hergé était déchiré à l'époque, il pensait au suicide, il ne faut pas oublier. Donc il a eu le courage de mettre ça en scène quand même. Quelques mots, moi. Alors, j'étais un lecteur passionné de Tintin, comme beaucoup ici. Du coup, je ne pensais pas que la génération suivante lisait autant Tintin. Puis après, je suis devenu un lecteur passionné de Serge Tisseron, parce qu'il est tellement lumineux quand il explique les choses que tout paraît effectivement extrêmement clair. Et je me disais, quand tu disais que ces secrets sur la filiation, finalement, maintenant, on s'y intéressait plus beaucoup du fait des transformations sociales, mais on a engendré des nouveaux secrets, c'est-à-dire que la modernité a engendré des nouveaux secrets autour, par exemple, des dons, des dons de sperme ou des dons de d'ovocytes, qui créent des merveilleux secrets de famille. Et ça, je le vois aussi bien en clinique familiale qu'en clinique individuelle. La façon dont circulent les secrets, qui ne sont pas vraiment c'est des secrets sur les origines, finalement, ça crée exactement les mêmes distorsions que celles qui étaient créées à cette époque. D'ailleurs, c'est très important. Alors maintenant, vous savez, l'anonymat des donneurs est levé, mais seulement pour les nouveaux donneurs. Donc, ceux qui ont donné avant que l'anonymat soit levé, les enfants, ça continue à se heurter à grande difficulté pour connaître l'identité de leur géniteur. Et donc, à l'époque, ça m'intéressait beaucoup, j'avais écrit un petit livre que vous trouverez encore, qui est vraiment réédité, qui s'appelle Le mystère des graines à bébé. C'est pour expliquer aux enfants nés par don d'ovocytes, don de sperme, etc., comment ça s'est passé et comment éventuellement retrouver la trace de leur géniteur. Le mystère des graines à bébé. C'est un livre pour les enfants. Le mystère des graines à bébé, c'est un livre pour les enfants. Comment retrouver leur géniteur? Retrouver leur géniteur, c'est assez. Quand c'est possible, en tout cas, comment comprendre l'intention des parents qui ont eu affaire à des dons de sperme, à des dons d'ovocytes. Et le livre, j'étais content parce que le livre est distribué gratuitement dans des cliniques de Barcelone qui accueillent beaucoup de femmes seules qui veulent avoir des enfants, ou couples homosexuels, femmes qui veulent avoir des enfants. Pour expliquer les choses aux enfants, parce que souvent les parents sont très démunis pour les expliquer. Toi qui lis beaucoup de BD et qui en a créé quelques-unes, à part Tintin, peux-tu nous dire quelle serait aujourd'hui une BD aussi fertile, aussi belle que ce que nous a offert Hergé? Je ne sais pas. Tu as été attiré par d'autres BD que... Alors, je lis assez peu de BD maintenant. Je lis assez peu de BD. Si tu veux, Hergé a travaillé à une époque très particulière où il pouvait publier dans un hebdomadaire régulièrement. Il était pressé par devoir produire, mais il était dans la continuité. Et aujourd'hui, beaucoup d'auteurs de BD ne passent pas. Il n'y a plus beaucoup d'hebdomadaires. En fait, les BD sont produites sans passer par un hebdomadaire. Il y a plus cette exigence narrative qui consistait chaque semaine à tenir en haleine le lecteur, puisque vous savez que si vous regardez Tintin, en bas de chaque page, ou toutes les 2 pages, en fait, on se demande ce qui va se passer. C'est construit de telle manière que c'était fait pour être lu dans un hebdomadaire et que chaque fois, il fallait que les lecteurs aient envie d'acheter l'hebdomadaire la fois d'après. Qu'est-ce qui va arriver à Tintin? Qu'est-ce qui va arriver? Pour ça, que si tu fais une BD entière de la première page à la dernière et qu'elle est vendue dans le commerce, tu n'as plus cette préoccupation-là. Donc, du coup, tu n'as plus cette structure narrative particulière à Tintin ou à Jacobs qui était liée aux contraintes économiques de l'époque, qui était d'entretenir la curiosité du lecteur d'une semaine sur l'autre. J'ai eu le privilège de lire La Marque Jaune dans le journal de Tintin. Voilà. Et La Marque Jaune, alors on la dessinait sur les murs, on était absolument tétanisés de savoir qui était La Marque Jaune. Et à un moment, une livraison est arrivée, on s'est jeté sur le cahier Tintin. Et là, on a su que c'était Septimus. Enfin, mais c'est spectaculaire. J'étais renversé on était plein de fureur à lire La Marque Jaune. C'est un des plus beaux scénarios de la BD, La Marque Jaune. Ah oui, je suis d'accord. L'enchaînement pyramide, Marque Jaune, ça se tient, n'est-ce pas? C'est l'un à la suite de l'autre. Ils ont une culture, ils ont une culture graphique très différente. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jacob, c'est vétéran. Et lorsque
lorsqu'Ulrich, en marque jaune, est piégé par la police et qu'il saute d'une grue sur l'autre, c'est inoubliable. Des images séminales se sont imprimées en nous. Voilà.